Chers amis, bonjour. Ici Loise est de retour pour un second numéro à la découverte des richesses de notre belle Oise. On commencera par un parcours à Clermont où nous découvrirons les grands personnages qui ont pu passer par cette belle ville au centre de l'Oise à travers leur visage ressuscité par un graffeur de grand talent C215. Puis nous irons à Catillon-Fumechon sur le plateau Picard pour découvrir un endroit unique, une église transformée en mairie, salle polyvalente. Ensuite, nous irons dans le pays de Bray, au Vaumain, découvrir une autre métamorphose, celle d'une école en crèche municipale. Nous reprendrons la voiture pour aller du côté de Saint-Maximin, dans les entrailles de la terre, au cœur de cette extraordinaire maison de la pierre. Et enfin, nous ferons la rencontre d'un personnage haut en couleur, Michel Rubé, maire de Catenois depuis 1965, un homme plein de sagesse et plein d'humour. Georges Bernanos, Louise Michel, les généraux Pershing et Foch, toutes ces grandes personnalités sont passées par Clermont jadis et elles y sont ressuscitées par la volonté de la municipalité et par le talent d'un graffeur formidable, C215. Promenade dans Clermont. Bonjour Cécile, alors tu vas nous faire un petit tour de Clermont où vous avez créé un parcours historico-artistique. Explique-nous ça. Absolument. Alors en fait, l'idée c'était de mettre en valeur à la fois la ville, différents sites, différents lieux patrimoniaux et également des personnages célèbres. Et nous avons fait appel à un street arter qui est mondialement connu, Christian Guémy, alias C215, et qui est venu passer un certain temps dans la ville et nous adresser un parcours de 22 personnages célèbres. On y va. Alors, une des premières œuvres du graffeur C215, c'est justement cette vue de Clermont au XIVe ou XVe siècle. Alors, plus précisément au XVIe siècle, parce qu'il s'est inspiré d'une gravure de Chastillon, qui a réalisé énormément de gravures dans toute la France, et qui a eu la bonne idée de venir aussi à Clermont, Clermont, en Beauvaisis, hein, donc Clermont, Montclair. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a de la lumière, on est exactement là-dedans. Et là, c'était une première pour C215, parce que jusque-là, il n'avait réalisé que des portraits. Et pour la première fois, il a réalisé un paysage. Et il était en stress, il faut reconnaître, parce que c'était quelque chose de nouveau pour lui. Et le résultat est superbe. Au pied de la mairie de Clermont, on a même rendez-vous avec un illustre personnage de l'histoire de France. Ici. Alors oui, Robert de France, comte de Clermont, né en 1256, sixième fils de Saint-Louis, le roi Saint-Louis. Clermont, ville royale. Numéro Gottschalk, qui n'est pas né à Clermont, mais il y est venu, il a fait de belles choses. Il y a fait des belles choses. On a un musicien cette fois-ci. Alors un musicien qui est venu travailler avec le docteur Voilez, qui était un psychiatre à l'hôpital psychiatrique de Clermont. Gottschalk était un homme extrêmement connu à sa génération. Il était admiré tout autant que Chopin et Liszt. Il a beaucoup voyagé dans le monde et il s'est établi pendant 6 mois à Clermont, où il a écrit notamment quelques partitions célèbres, dont une messe pour les fous. Parmi les personnages essentiels de ce parcours historico-artistique, il y a Séraphine Louis. En effet, Séraphine Louis, dite Séraphine de Senlis, a tout de même vécu 30 ans à Clermont, 20 ans au couvent de la Providence, un peu plus haut, et puis 10 ans à l'hôpital psychiatrique les 10 dernières années de sa vie. Parmi les personnalités non clermontoises, mais qui ont vécu une partie particulière de leur vie à Clermont, il y a Louise Michel. Il y a Louise Michel, en effet. Donc cette militante très connue au moment de la Commune à Paris a été enfermée ici, dans cette prison, dans le donjon de Clermont. Entre Catillon et Fumechon, on ne peut planter un oignon. Tel est le dicton local. Mais la grande originalité de cette petite commune du plateau Picard aujourd'hui, c'est d'être la seule en France à avoir transformé, métamorphosé son ancienne église en une mairie magique et une salle culturelle polyvalente d'une beauté incomparable.
Bonjour Didier, monsieur le maire et non pas monsieur le curé. Tout à fait, monsieur le sénateur. Bon alors, ici c'est une mairie depuis une quinzaine d'années. Quinzaine d'années, c'est ça exactement. Donc, Catillon-Fumechon, c'est un nom double parce qu'avant il y avait 2 communes. C'est ça, c'est une réunification de 2 villages. Il y avait 2 mairies, il y avait 2 églises, il y avait Fumechon et Catillon. Catillon a voulu récupérer un bâtiment pour faire sa mairie et sa salle culturelle. Et à Fumechon est restée l'église. D'accord. Ça fait une 60aine d'années que les 2 villages sont réunis. À la fin des années 1960. C'est ça. Bon, on va aller voir ça. Nous sommes donc dans la salle du conseil municipal, Didier. Tout à fait. Jadis, on y faisait la messe. Maintenant, on y fait la vie de la commune, on y prend les grandes décisions. Alors, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que le réaménagement, et ça a été 15 ans de travail. Oh, plus de 15 ans, grâce à une association aussi qui a mis beaucoup de choses en œuvre. Ils ont réussi à faire venir la télévision, la presse à l'époque. Mais il y a eu un gros travail en amont pour pouvoir justement restaurer tout le bâtiment. Voilà, alors on a quand même des piliers tout à fait remarquables, on a des vitraux. Cette salle, elle sert pour le conseil municipal, mais aussi la bibliothèque de la commune. Voilà, sa vie. De l'autre côté, vous avez la partie qui sera classée, où il y a le bureau de la secrétaire. Et ton bureau. Et mon bureau de l'autre côté, où j'abrite les 2 plus grosses cloches de la commune. Et oui, puisque tu es au pied du clocher. C'est ça même. À l'époque, il y avait notre ami Olivier Dassault qui était présent et son nom est sur la plaque, juste au-dessus du mien d'ailleurs. C'est un bon souvenir et c'est vrai que cette salle, elle est tout à fait magique. On va y rentrer. C'est peut-être la plus belle salle culturelle de l'Oise. En tout cas, la plus originale. Didier, la dernière fois que je suis venu dans cette salle, c'était pour des vœux. Alors, tu fais des vœux, mais il y a aussi des expositions, des concerts, des manifestations qui rassemblent toute la population. On essaye de faire un maximum et la chance que j'ai eue avec, une fois toute cette salle faite, c'est moi qui ai fait les premiers mariages à l'intérieur de la salle culturelle. Puisque les gens, par rapport au cadre, préfèrent faire leur mariage ici que dans la salle du conseil. Et alors, cette salle, elle est très demandée, mais vous ne la louez pas pour une raison logique? Le plus des soucis, c'est par rapport aux vitraux. C'est une crainte, donc pour l'instant, on n'envisage pas de location. Merci, monsieur le maire. Pas de souci, monsieur le sénateur. D'un mal peut naître un bien. Au Vaumain, petite commune de moins de 500 habitants du pays de Bray, l'école a fermé voici quelques années. Eh bien, un nouveau service est né, puisque la municipalité a transformé l'école en crèche. C'est ce qu'on va voir. En fait, notre classe qui a 22 ans maintenant, donc elle était presque toute neuve, et on ne savait pas trop quoi en faire, et donc on a une habitante de Le Vaumain, Madame de Villers, qui a dit moi j'en ferais bien une micro-crèche. Donc c'est de là qu'est née la micro-crèche de Le Vaumain. Bonjour Émilie, alors Bonjour. Vous avez créé cette crèche il y a maintenant 4 ans, c'est ça? En 2017, on a ouvert le 1er décembre 2017. 1er décembre 2017, voilà. Et alors vous accueillez combien de petits? Alors, on a l'agrément pour accueillir 10 enfants à la fois, mais ça représente, étant donné qu'ils ne viennent pas toujours 5 jours par semaine, ça représente 17 à 18 familles, à peu près. Des fois, il y a des parents qui viennent vous dire on s'est installé au Vaumain parce qu'il y avait une crèche. J'ai pas eu vraiment ça comme retour. On entend. On a de la chance d'être ici, d'avoir ce service dans notre village, mais j'ai pas eu. J'ai choisi la commune parce que ça a été beaucoup. Quand on a su qu'il y avait, là, ça nous a fait un plus. Il est vrai que ceux qui viennent s'installer, la première question, école, crèche,
Et après les autres services, mais c'est les premiers parce qu'en fait c'est savoir où ils vont mettre leurs enfants. Ouais, l'accueil de la toute petite enfance, c'est essentiel. Moi-même, je me suis inscrite, je suis venue habiter ici il y a 10 ans. C'était ma première question. Qu'est-ce que je vais faire de mes 3 enfants? Mes 3 enfants. Combien de personnes travaillent avec vous ici? Alors, dans l'équipe, on est 5 en tout. Et alors donc ici, c'était une école avant? Ouais, C'est ça, c'est l'école, ouais. D'accord, donc vous avez fait pas mal de travaux, vous avez fait un petit peu de cloisonnement? Beaucoup de cloisonnement. Ouais, c'est ça. On a cassé et remonté. Enfin, vraiment refait à Oui, on a tout le refait. cloisonnement intérieur puisqu'il correspond. C'est ça. Oui, il y a des normes à respecter, etc. Et puis après, on prépare les repas sur place, donc on a créé la cuisine. Enfin, il a fallu après la salle de change, en salle de bain, voilà. Donc oui, on a tout repensé et tout réaménagé en effet. Donc la particularité de la microcrèche, en fait, c'est qu'on mélange tous les enfants de tous les âges. Que ce soit qu'ils aient 3 mois ou 3 ans, tout le monde est ensemble. Donc, certains sont là depuis 3 ans. Vos horaires? Pour l'instant, 7h30, 18h30. Je viens juste de demander un agrément un petit peu plus tôt, peut-être à partir de 7h, parce qu'il y a une demande. Ouais, il y a des parents qui prennent le train peut-être pour aller travailler en région parisienne. Une question, le personnel est avant tout et même uniquement féminin? Eh ben oui. Oui, mais pourtant les hommes ils aiment les tout petits aussi. On a eu un stagiaire, une fois. On a eu un homme en stage. Tu te souviens pas? J'ai vraiment une vocation à travailler avec les tout petits. Donc Émilie, en fait, sans Monsieur le maire, sans Jean-Michel Dudas, le projet n'aurait pas pu se faire. Non, rien ne se faisait, en tout cas dans un petit village comme ça. Je savais que l'école se libérait. Et donc j'ai saisi cette opportunité parce que j'avais besoin, moi, de créer quelque chose dedans. Alors, Monsieur le maire, si c'était à refaire, vous le referiez? Ah, sûrement, oui. De mieux en mieux. Et alors, donc, vous avez des collègues maires qui viennent visiter cette microcrèche. Ouais, c'est vrai qu'il y a des locaux s'ils ont des locaux un peu vacants, pourquoi pas reproduire ce que l'on a fait à l'eau. Vous démontrez que c'est possible. Ah oui, bien sûr. Et qu'on peut, au fin fond d'une petite commune, avoir du dynamisme pour peu qu'on ait des idées et la volonté. Oui, bien sûr. Microcrèche ou même aussi. Merci, monsieur le maire. Savez-vous quel est le point commun entre le château de Versailles, la cathédrale d'Amiens, le Pont Neuf, les immeubles haussmanniens, l'Assemblée nationale? C'est l'Oise. Et plus exactement, la pierre de Saint-Maximin. Une pierre d'une beauté, d'une qualité remarquable qu'on va aller découvrir. Dans ce beau showroom de la Maison de la Pierre de Saint-Maximin, on a des outils, on a beaucoup de choses qui nous montrent cette histoire de la pierre de Saint-Maximin, mais les meilleurs témoignages de la beauté et de la qualité de la pierre, ce sont tous les monuments qui ont été construits avec cette pierre. On la trouve même dans certains châteaux de la Loire, on a de la pierre. On restaure évidemment énormément de monuments historiques avec cette pierre, qui est toujours exploitée à l'heure actuelle, qu'on exporte, y compris jusqu'aux États-Unis, voire en Chine. Comme l'a dit Serge, cette pierre elle est encore exploitée. Il y a 5 carrières, je crois, à Saint-Maximin actuellement. Il en reste plus que, je dirais, 2 ou 3, pas plus, parce qu'il y a eu des concentrations récentes, disons 3 carrières existent surtout sur Saint-Maximin. Alors après, on a nos voisins, Saint-Vaast-et-Mélo, une grande carrière, Saint-Leu-des-Francs n'a plus de carrière en exploitation, mais a longtemps eu des carrières, tout autour, nous sommes un territoire de la pierre, sans aucun doute là-dessus. Quand on visite la maison de la pierre de Saint-Maximin, on peut s'initier à la sculpture de la pierre. Alors, il y a une équipe très sympathique qui vous accueille, avec notamment Noara Lovacic. Alors, Noara, qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? Alors en fait, ici vous êtes dans la salle aux poutres et dans cette salle, on fait donc des initiations à la sculpture pour le grand public, donc à partir de 6 ans jusqu'à 107 ans. Et on reçoit aussi beaucoup de groupes scolaires, notamment en ce moment jusque la première semaine de juillet, puisque les vacances commenceront à la fin de cette dernière. Et nous faisons aussi donc dans cette salle des ateliers de géologie. Donc les enfants peuvent justement comprendre comment s'est formée cette roche il y a 45 millions d'années et s'initier ensuite donc en petit apprenti sculpteur et repartir avec leur œuvre. Je crois qu'il y a un meilleur ouvrier de France qui travaille, qui est intervenant chez vous, Monsieur Paton.
Tout à fait. Donc nous avons Steve qui justement, nous en fait, l'équipe de la Maison de la Pierre, nous faisons des initiations, donc d'1h30. Mais par contre, quand on passe sur des demi-journées, une journée, 2 jours, voire 3 jours, on fait appel à un professionnel. Et effectivement, c'est Steve Paton qui anime les stages de sculpture de la Maison de la Pierre. Alors, à la Maison de la Pierre, on peut visiter une carrière qui s'appelle la carrière Parrain et on peut voir comment on exploitait la pierre avec les scies à pierre, avec beaucoup d'outils. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter là-dessus? Tout à fait. Donc, en fait, la carrière Parrain, donc son nom, c'est tout simplement le nom du premier propriétaire de cette carrière. Et on a extrait de la pierre dans cette carrière au milieu du XVIe siècle. On a arrêté d'extraire fin des années 30 avant que des champignonistes reprennent la relève. Donc la chambre d'extraction, quand vous regardez, vous avez des outils alors qu'on n'utilise plus aujourd'hui, puisqu'à l'époque, effectivement, il n'y avait pas d'électricité dans la carrière souterraine et les carriers n'ont utilisé que la force de leurs bras. Le métier de carrier, on l'explique ici, donc on l'explique surtout aussi aux enfants, que c'est un métier qui était vraiment très difficile. On est carrier de père en fils. Quand on a un garçon, on ne va pas avoir le choix de son métier. À l'époque, papa était carrier, papy était carrier, donc on sera carrier. Donc bien entendu, le premier danger, c'est les éboulements. Et puis ce qu'on ne voit pas, parce qu'aujourd'hui c'est un lieu de visite, c'est ce calcaire. Donc le calcaire malheureusement va finir par atteindre les poumons et les carriers vont avoir de nombreuses maladies pulmonaires. Et puis l'humidité, là vous ne le voyez pas, mais il fait 95% d'humidité dans la carrière. Alors Monsieur Makusinski, on a travaillé ici, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, on s'y est caché, on s'y est abrité surtout. Oui, la plus grande partie de la population s'est réfugiée dans ces galeries souterraines. Il y en avait d'autres qui ont servi aussi, mais ici on a eu la plus grande partie de la population. Alors pourquoi on en est arrivé là? Notre ville a été bombardée par nos alliés, américains, anglais, canadiens, etc. Et on peut dire détruite à 95% à peu près, c'est-à-dire que le paysage est un paysage de cratères. Très peu de gens ont été tués lors de ces bombardements. On estime à 4 ou 5 personnes âgées qui n'ont pas voulu quitter leur maison, mais tous les autres ont vécu sous terre. Alors on faisait la soupe ensemble, il y avait les lits. Alors, les carrières peuvent aussi être un lieu idéal pour cultiver quelque chose de très particulier, le champignon, et notamment le champignon de Paris. Quand l'extraction s'est arrêtée, des champignonistes ont pris la relève et on y a cultivé donc le fameux champignon de Paris jusqu'en 1993. Pourquoi dans les carrières? Comme vous venez de le dire, effectivement, les conditions sont idéales. Dans la carrière souterraine, c'est l'automne toute l'année avec une hydrométrie de 95%, il n'y a quasiment pas besoin d'arroser. Et puis la température est constante, donc il fait toujours 11 degrés dans notre carrière. Après, le fait est qu'il fasse sombre, ça n'a aucune incidence. Le champignon de Paris ne fait pas de photosynthèse, mais en tout cas, ça permet d'avoir des champignons du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Alors donc une activité qui était surtout féminine. Dans ces galeries souterraines travaillaient surtout des dames et il y en avait un peu partout. Moi j'ai connu il y a une trentaine d'années, pratiquement toutes les galeries souterraines de Saint-Maximin ont cultivé le champignon. Et c'est disparu progressivement. Ça disparaît même presque complètement. Nous nous battons actuellement pour maintenir une dernière exploitation de champignons sur notre territoire. C'est avec grand regret parce que c'est un champignon de grande qualité. Et là, on va importer des champignons jusqu'en Pologne qui viennent par camion et qui, d'après tout le monde, sont quand même de qualité gustative inférieure. Voilà. Manger du champignon de Paris de Saint-Maximin. Voilà. Peut-être a-t-il trouvé l'élixir de jouvence. Il est maire depuis 57 ans. Depuis 1965, Charles de Gaulle était à l'Élysée. Il, c'est Michel Rubé, le maire de Catenois, un personnage extraordinaire dont je vous propose de faire la rencontre. Nous sommes aujourd'hui à Catenois. Catenois, entre Clermont et Liancourt. Catenois, village au riche passé, et Catenois qui possède un monument historique tout à fait particulier, son maire, Michel Rubé, qui est le plus ancien maire en exercice de l'Oise, puisqu'il est maire depuis juillet 1965, il me semble, Michel. Exact.
Août 65. Août 65, eh oui, effectivement, je te vieillis d'un an. Alors, Michel, ça fait donc 57 ans pratiquement que tu es maire de Catenois. Qu'est-ce qui t'a motivé toutes ces années pour être au service de ton village? Bah, disons qu'à l'origine, c'est le maire qui m'a précédé, qui m'a fortement, qui a fait une forte pression sur moi pour que j'intègre le conseil municipal. Je n'y tenais pas vraiment à l'époque parce que on avait une petite exploitation agricole. On avait des vaches à traire, je trayais les vaches, on avait une petite surface à cultiver. Tu n'avais pas beaucoup de temps. J'avais pas le temps. Voilà, en gros, c'est ça. Et ce maire, Jean Chadet, a tellement mis le paquet, si on peut dire, que j'ai fini par plier. T'es rentré au conseil? Pour rentrer au conseil. Et puis, c'est l'époque où on commençait à trouver des femmes dans les conseils municipaux et on voulait lui imposer une femme comme adjointe. Ça ne lui plaisait pas du tout. C'était l'époque. Ah oui. C'était l'époque. Et comment? Et donc il a voulu que tu sois adjoint? Oui. Alors, à partir de là, il a voulu... il y avait beaucoup d'agriculteurs dans le conseil et il a voulu un deuxième adjoint, en acceptant la première, bien sûr, la première dame. Il a voulu un deuxième adjoint pour s'occuper en particulier des chemins ruraux. Mais j'ai l'impression que c'était une excuse, parce que quand je lui ai répondu que j'avais toujours pas le temps, qu'il y avait d'autres agriculteurs dans le conseil et qui pouvaient en prendre un autre plus expérimenté que moi, il a dit non, je veux que ça soit toi, il faut préparer l'avenir. Et je t'assure que ça m'a touché. J'ai fini par accepter d'être deuxième adjoint et malheureusement, 3 mois après, il est mort. Il a fallu bien sûr le remplacer et j'ai été élu à 7 contre 6. Et depuis? Depuis, bah, c'est un peu une habitude qui a été prise. J'ai pas eu vraiment beaucoup d'adversaires. Donc t'en es à ton 10e mandat, mais alors, qu'est-ce qui te fait tenir? C'est l'amour de Catenois. C'est là. L'amour de Catenois. Oui, je suis né à Catenois dans la maison où j'habite encore. Et tu aimes la commune, tu aimes les habitants, tu veux leur donner le meilleur. Oui, c'est sûr, on a ça dans soi ou on ne l'a pas. Hein. Michel, tu connais l'expression « c'était mieux avant ». Alors, toi qui connais avant et maintenant, c'était vraiment mieux avant? C'est difficile de faire la comparaison. Parce que avant, effectivement, ça paraissait plus simple. Aujourd'hui, malgré les promesses qu'on nous fait de simplifier les problèmes administratifs, on a l'impression que ça ne suit pas. Ça ne suit pas et on a tendance à regretter le passé. Être maire, c'est de plus en plus dur? Oui, c'est dur. Il faut savoir s'adapter aux situations. Avant, on avait affaire à des personnes qui faisaient pas beaucoup de bruit, qui étaient plutôt gentilles. Maintenant, ça part un peu de tous les sens. Mais malgré tout, moi, j'arrive à faire face. Bien sûr, je ne donne pas satisfaction à tout le monde, mais il y a quelquefois des choix à faire. Michel Rubé, en 57 ans, vous avez été un maire bâtisseur, vous avez fait l'enfouissement des réseaux, l'assainissement, construit une cantine, une salle polyvalente, une salle de sport, restauré l'église, agrandi la mairie. Qu'est-ce que vous avez oublié de faire? Ben, on oublie toujours des trucs à faire, mais quand je me rends compte aujourd'hui, des communes de la même importance que nous, ils n'ont pas eu la chance d'avoir sur leur territoire une usine. Une usine qui rapportait un peu de sous. Une usine qui a eu beaucoup d'avantages, a eu l'avantage de nous rapporter pendant X années
une taxe professionnelle très importante. Et avec cette taxe professionnelle, nous avons réalisé toutes les constructions que tu viens de citer. C'est la raison pour laquelle nous avons eu du mal à intégrer une communauté de communes. Vous étiez très bien tout seul. On se sentait bien tout seul, on était à l'aise, on n'a pas beaucoup d'emprunts, on a réalisé beaucoup de choses. Je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique. Enfin, moi, je rajoute que tu as appartenu à un parti politique, le parti du cœur. Oui. Je ne sais pas si c'est un parti politique. C'est le plus important. Ouais. T'as 85 ou 86 ans? J'ai eu 86 il n'y a pas longtemps. Bon, eh bien on a la preuve qu'être maire, ça conserve, et en plus ça rend la jeunesse éternelle, parce qu'avec Michel, on est toujours reçu avec le sourire, oui. avec sympathie, et je crois qu'on va terminer par une petite coupe ensemble. Oui, c'est prévu. Voilà, c'est terminé. Ce second numéro d'Ici-l'Oise prend fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Rendez-vous le mois prochain, et surtout d'ici là, n'oubliez pas, vive l'Oise!